y a 5 ans, presque jour pour jour, à Paris, 193 États et l'Union européenne sont parvenus à un accord historique en matière de lutte contre le changement climatique et d'accélération de la transition vers un modèle de développement durable. L'accord reconnaît que l'adaptation est un défi mondial qui concerne l'ensemble des pays. Il vise par conséquent à renforcer considérablement les efforts nationaux en matière d'adaptation et prévoit la mobilisation de moyens importants pour aider les pays en développement à atteindre leurs objectifs en la matière. 5 ans après l'accord de Paris, quelles sont les principales avancées réalisées par la Tunisie en matière d'adaptation aux effets du changement climatique? Quels sont les défis auxquels elle est confrontée? Quelles sont les solutions qui permettraient d'y répondre et de définir une trajectoire de développement prenant en compte les impacts du changement climatique? Comment l'accompagner dans cette démarche? Un rehaussement des ambitions de la Tunisie est-il possible ou envisageable dans la perspective de la COP26? Voilà autant de questions auxquelles l'atelier de ce matin va s'efforcer de répondre. Les changements climatiques que nous observons aujourd'hui vont augmenter la fréquence des événements climatiques. Leur impact sur l'agriculture est multiple, sur les personnes et sur le capital, ainsi que sur les dynamiques collectives, le tout contribuant à accroître la vulnérabilité des plus pauvres. La baisse des rendements, les mécanismes traditionnels de gestion du risque inadaptés aux conditions actuelles et la très grande incertitude fragilisent les systèmes et induisent des stratégies de court terme souvent dommageables à l'environnement, voire à la durabilité économique des exploitations. La nécessaire adaptation au changement climatique doit être intégrée à tous les niveaux de la planification afin d'évaluer les facteurs de vulnérabilité et prendre en compte les risques liés au changement climatique. Elle induit des coûts et des dommages bien supérieurs à l'effort d'anticipation. Il faut donc dès aujourd'hui essayer de réduire notre vulnérabilité aux variations climatiques afin d'éviter de forts dommages environnementaux, matériels, financiers, mais aussi humains. La vulnérabilité de la Tunisie à l'évolution du climat fait de l'adaptation une priorité urgente. Celle-ci est en effet un enjeu majeur et requiert une mobilisation nationale et un appui international pour la mise à disposition d'outils de mise en œuvre de l'accord de Paris, à savoir le financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités. Nous sommes plus que jamais conscients et convaincus de la nécessité de penser à un nouveau modèle de développement intégré qui se base sur l'amélioration de la sécurité hydrique et alimentaire, sur la valorisation des filières d'excellence et qui va libérer le potentiel de la Tunisie pour stimuler l'agriculture. Ce modèle va entre autres permettre l'adaptation aux impacts du changement climatique grâce à une meilleure gestion des ressources en eau et à la responsabilisation de la population à une utilisation plus économe de l'eau. Donc depuis une dizaine d'années, le climat est devenu un marqueur fort de l'identité du groupe. Ce positionnement a été renforcé par le mandat donné par le gouvernement français en juillet 2017 afin d'appuyer la mise en œuvre de l'accord de Paris et avec l'adoption d'une stratégie 100% accord de Paris qui nous invite à ce que toutes nos interventions soient examinées au regard de leur cohérence avec une trajectoire bas carbone et résiliente de chaque pays d'intervention. Dans le contexte de cette nouvelle stratégie, on peut voir que le groupe a connu une très forte augmentation volumétrique de ses interventions à co-bénéfice climat, avec un objectif que 50% de l'activité du groupe présente des co-bénéfices climat en matière d'atténuation ou d'adaptation On a atteint en 2019, malgré une forte croissance des activités, 6 milliards d'euros d'engagement qui contribuent à la finance climat, dont 2 milliards pour l'adaptation, ces 2 milliards étant réalisés à hauteur de 41% en Afrique, qui est particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique. Donc la facilité adaptation qui est mise en œuvre depuis 2017 avec un budget en subvention de 30 millions d'euros et qui se déploie dans 15 pays et organisations régionales qui sont particulièrement vulnérables aux impacts du changement climatique afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs engagements adaptation. Nous allons du coup passer à la deuxième partie de ce webinaire avec une table ronde pour illustrer le chemin parcouru depuis l'accord de Paris et mettre en avant les défis et opportunités pour accélérer la mise en œuvre de ces engagements. Dans le domaine de l'adaptation,
Donc, la Tunisie, dans sa CDN, donc, elle a identifié un peu les secteurs clés qui ont jugé très vulnérables au changement climatique et a identifié des priorités dans chaque secteur. Et ces secteurs incluent les ressources en eau, l'agriculture, le littoral, les écosystèmes, la santé et le tourisme. Je pense qu'un certain nombre de processus qui sont engagés actuellement en Tunisie permettent justement d'améliorer les ambitions et de donner plus de clarté sur des objectifs, que ce soit 2030 ou 2050, par rapport à l'adaptation. Par rapport à cette initiative qui est le NDC Partnership, aussi, cette initiative a été le fruit aussi des discussions entre plusieurs parties, notamment après l'accord de Paris, pour développer une initiative, une coalition, afin de garder le momentum autour de cet accord et de permettre de créer une plateforme de discussion, de coordination, une plateforme qui permettra d'avoir des discussions franches et directes par rapport à la mise en œuvre des CDN. En fait, la question qui se pose dans ce contexte économique actuel, marqué par la détérioration des performances économiques globales du pays, et est-ce que la question du changement climatique peut figurer parmi les priorités à court terme pour la Tunisie? Les risques liés à ce changement doivent ainsi être intégrés dans nos politiques de développement afin de définir une trajectoire de croissance inclusive et durable. Pour ce faire, le projet vise à doter le gouvernement tunisien d'un outil de modélisation qui a pour objectif dans une première phase, d'évaluer les impacts socio-économiques du changement climatique sur le secteur agricole. La deuxième phase du projet tend d'abord à identifier les politiques d'adaptation les plus appropriées selon une approche bottom-up. Ces différentes évaluations vont être menées à l'aide du modèle macroéconomique GEMS. D'une task force depuis 2013, on l'a fait évoluer vers un comité sectoriel de gestion et de coordination, CG3C, et on veut la faire décliner vers les régions, parce qu'on croit beaucoup, mais surtout pour l'agriculture, on croit beaucoup au local. Ce mécanisme d'intégration a plusieurs objectifs, mais le principal, c'est d'intégrer les enjeux du changement climatique dans nos politiques. La croissance des arbres était d'abord limitée par la sécheresse et la température. La sécheresse est donc un élément clé du fonctionnement forestier en Tunisie, en termes de croissance des arbres et en termes de risque d'incendie. Le changement climatique, malheureusement, nous prévoit une augmentation de cette sécheresse dans les années à venir, à la fois par l'augmentation des températures et par une modification de la précipitation. Et donc, nos travaux scientifiques montrent qu'une piste de mitigation repose sur la gestion de la densité d'arbres et des couverts forestiers pour limiter à la fois la compétition pour l'eau entre les individus et pour limiter les processus de propagation des incendies. Le projet donc mobilisation de la société civile pour renforcer le dialogue pour la résilience au changement climatique, c'est un projet donc financé et cofinancé par l'AFD et VVF. Le projet dont l'objectif global est de mobiliser, de renforcer les capacités des OAC pour mener un dialogue constructif avec les pouvoirs publics au Maroc et en Tunisie, favorisant la mise en place de politiques et de mesures d'adaptation au changement climatique, afin de renforcer donc le rôle des OAC dans l'adaptation au changement climatique. Ce qu'on voulait éventuellement et ce qu'on demande comme acteurs de la société civile, une meilleure implication donc, dans les projets, dans les stratégies, dans la politique climatique, une bonne intégration donc, dans la mise en œuvre des activités et des projets, doter donc les sociétés civiles des moyens utiles et éventuellement nous appelons aussi nos partenaires et nos acteurs publics à un partenariat gagnant-gagnant. Je retiens de ces échanges, sans être exhaustif, c'était particulièrement riche. On peut afficher le slide peut-être.
Donc, je retiens 4 grands enseignements qui sont, à mon avis, autant de prérequis nécessaires pour faciliter aussi l'accès à la finance climat qui reste un défi comme vous l'avez évoqué à travers vos interventions et dans le fil de cette discussion. Donc, le premier enseignement, c'est ce besoin de portage, de volonté politique et de cadrage stratégique qui est, je crois, un des vrais apports de l'accord de Paris et qui a pu donner cette impulsion qui s'est traduite dans des stratégies. Deuxième enseignement, le besoin de mettre en place une gouvernance climat favorable à une approche intégrée et coordonnée, étant donné la transversalité d'un sujet qui est vraiment multi-acteurs, multi-secteurs. Et donc les avancées en matière de gouvernance climat de la Tunisie qui ont été présentées par Monsieur Rafik Haïni sur le secteur agricole en sont une illustration très éclairante avec l'importance mise en avant de travailler à une échelle nationale, mais aussi à une échelle régionale et locale. Troisième enseignement sur le besoin d'information et de transparence, qui est un besoin récurrent et qui est d'ailleurs rappelé dans l'article 13 de l'accord de Paris, qui invite à suivre les progrès accomplis, élément essentiel pour être en mesure de pouvoir ensuite rehausser les ambitions tous les 5 ans. Donc c'est un challenge qui est particulièrement amplifié sur la thématique de l'adaptation, pour lequel il est nécessaire de mettre en place un mécanisme de suivi et d'évaluation des efforts entrepris aux échelles nationales, avec aussi cette question de la mesure qui reste encore à affiner. Quatrième enseignement, un thème récurrent qui a bien été évoqué pendant ce webinaire, c'est le besoin de formation, de renforcement des capacités et de sensibilisation des acteurs à tous les niveaux et à toutes les échelles. Et à cet égard, on peut retenir aussi le rôle joué par la recherche. Il faut anticiper pour s'adapter, selon le terme du modèle GEM présenté par Madame Ben Nasser. Donc pour informer et sensibiliser sur l'évolution attendue du climat et les impacts associés, et puis pour faire ce lien essentiel entre la science et les décisions, mais aussi le rôle clé joué par la société civile dans son rôle de plaidoyer, comme en témoigne l'intervention de Monsieur Garbi. Cette crise nous renseigne aussi sur la nécessité d'avoir une approche systémique et de long terme pour construire cette résilience des économies et des sociétés, qui est aussi un prérequis à l'atteinte de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Et donc, cette crise vient renforcer l'urgence à agir au risque de devoir faire face à une crise climatique aux conséquences plus profondes encore que celles de la Covid-19. L'AFD a récemment adopté sa nouvelle stratégie pour l'Afrique du Nord, qui couvre 5 pays du Maroc à l'Égypte, en passant par l'Algérie, la Libye et évidemment la Tunisie, objet de nos échanges ce matin. Cette stratégie accorde une importance centrale, je dis bien centrale, à la résilience des territoires et des économies pour faire face à des aléas climatiques accélérés et pour accompagner des transitions décarbonées. Avec près d'1,7 milliard d'euros d'engagement, c'est-à-dire quasiment 5 milliards de dinars tunisiens, les engagements à co-bénéfice climat entre 2015 et 2018 en Afrique du Nord est la première région en termes de contribution aux objectifs climat du groupe AFD sur les volets adaptation et atténuation. Les interventions sont conçues pour favoriser une transition socialement juste et porteuse d'opportunités dans un contexte de reconstruction durable post-Covid-19, nous l'avons rappelé tout à l'heure, en favorisant sur ces secteurs l'accès à l'emploi et à des revenus décents, la résilience des populations les plus vulnérables, y compris les femmes et les jeunes, notamment en zone rurale, ainsi que la réduction des inégalités territoriales.